Ils ont pris la route de l'exode pour fuir les bombes et les combats. 160 000 civils, selon les Nations Unies, ont quitté leur maison une semaine après le début de l'offensive de la Turquie. Les forces kurdes résistent, notamment dans la ville frontalière de Ras El Ain. Ras El Ain, ville qui s'appelle Serekaniye pour les Kurdes. Bonsoir Mohamed Seko, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes cinéaste franco-kurde. Vous êtes précisément né dans cette ville de Ras El Ain, je le disais, que les Kurdes appellent donc Serekaniye. Peut-être d'abord un mot sur cette déclaration de Donald Trump qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Les Kurdes, dit-il, ne sont pas des anges. En fait, je le trouve tellement dommage parce que voilà, c'est abandonner les Kurdes, les premiers alliés de la coalition internationale et les Américains. C'est vraiment dommage et c'est une double trahison. Parce que d'abord, les Kurdes, ils ont dû sacrifier en fait 11 000 en fait, combattants, gens, femmes et hommes pour combattre Daesh. Deuxième chose, en fait, on est en train de perdre les valeurs qu'on est en train de défendre au Moyen-Orient. Et on va voir quelles sont ces valeurs que les Kurdes de Syrie défendent précisément. Vous évoquez bien entendu l'autonomie du Kurdistan syrien qui est mise en place depuis plusieurs mois. On l'apprend à l'instant, 2 djihadistes belges se seraient échappés de leur lieu de détention. C'est ce qu'affirme la Belgique ce soir. Justement, le sort des djihadistes belges, c'est ce qui inquiète plusieurs pays européens, notamment la France. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, est attendu en Irak ces prochaines heures. Le récit de Maëva de Froyenne. Face caméra, cette Française fait part de ses inquiétudes. Sa fille et ses petits-enfants se trouvaient dans le camp syrien d'Ain Issa, où se seraient enfuis dimanche près de 800 proches de djihadistes selon les autorités kurdes. Elles se sont réfugiées dans un camp de Syriens à proximité, des gens qui leur sont venus en aide. Un scénario inquiétant, tempéré par les États-Unis, qui ont déclaré mardi ne pas avoir constaté d'évasion majeure. De son côté, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, a déclaré ce matin que les camps ne sont pour l'heure pas menacés, mais que 9 femmes se seraient bel et bien enfuies d'Ain Issa. Aujourd'hui, les pays occidentaux ont une crainte, voir Daesh renaître de ses cendres. Face à cette menace, Jean-Yves Le Drian a annoncé se rendre très prochainement en Irak. Il est aussi de faire en sorte, avec les autorités irakiennes, que l'on puisse trouver les moyens d'avoir un dispositif judiciaire susceptible de juger l'ensemble de ces combattants, y compris, a priori, les combattants français. Ceux qui sont actuellement retenus, détenus dans des camps dans le nord-est de la Syrie. De juger ceux qui seraient pris en charge par les forces irakiennes. Créer un dispositif international pour juger les djihadistes de l'État islamique, l'idée n'est pas nouvelle, mais elle s'impose aujourd'hui. Face au conflit avec la Turquie, les Kurdes disent ne pas pouvoir retenir et juger les prisonniers sur son territoire en guerre. Pour autant, selon l'avocate de famille de djihadistes, l'État français doit surtout organiser des rapatriements. Force est de constater qu'une poignée d'avocats, et surtout que les spécialistes de l'antiterrorisme et du contre-terrorisme, expliquent aux États qu'il faut rapatrier tout le monde pour ne pas que l'histoire se renouvelle encore et toujours. On sait très bien que l'État islamique est né là-bas. Selon l'administration locale kurde, 12 000 djihadistes présumés de l'État islamique sont détenus dans le nord-est syrien. Au moins 2500 d'entre eux sont issus d'une cinquantaine de pays étrangers. Et avec nous sur TV5 Monde, Mohamed Seko, cinéaste franco-kurde. Il y a notamment cette question donc, des djihadistes. Vous le disiez, les Kurdes ont œuvré à faire chuter Daesh. Revenons donc à votre ville natale, Ras El Ain. Vous y êtes né. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe à l'heure qu'il est dans cette ville? En fait, c'est une petite ville de 50 000 habitants sur les frontières syrio-turques. Ouais. Et je suis né en fait dans cette ville qui avait à l'époque vraiment en cohabitation entre les Kurdes et les Arabes, les Arméniens et les Assyriens. C'est ça précisément qui a dérangé Recep Tayyip Erdogan, cette autonomie multiculturelle, multiconfessionnelle. En fait, ce modèle était à l'époque, c'était l'époque de quand je suis né, en fait, quand j'étais un enfant à l'époque, c'était le régime de Hafez al-Assad et puis le Bachar al-Assad. C'était vraiment un régime autoritaire. Enfin, l'identité kurde, c'était interdit. Je ne pouvais pas reparler kurde à l'époque. Mais en fait, une fois la guerre, la crise syrienne et les Kurdes ont un peu reprendre ces territoires et proposer ce projet de Rojava, le Kurdistan syrien. C'est un territoire que toutes les minorités peuvent
vivre ensemble et respecter aussi ces valeurs de minorité, démocratie. donc les Kurdes, les Arabes syriens, les Syriaques aussi. Oui, oui, et les Chaldéens et les Arméniens. Et il y a toutes les confusions religieuses aussi. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Et ce modèle, en fait, cette utopie de Rojava, il est en train de vraiment respecter toutes ces valeurs et surtout aussi la place de femmes. La place des femmes aussi dans ces sociétés, qu'on le voit vraiment très, très peu au Moyen-Orient. Il y a cet espoir de décrocher un cessez-le-feu. Les États-Unis tentent ce soir d'obtenir ce cessez-le-feu. Après, on le sait, s'être retiré de cette zone tampon, ce qui a permis cette offensive turque. Vers qui vous tournez-vous ce soir, au fond? Les Kurdes répètent depuis plusieurs jours, tout le monde nous abandonne. Oui, en fait, qui paye les factures, c'est les civils. D'après l'Observatoire syrien de droits de l'homme, il y a 300 000 civils aujourd'hui, parmi eux 70 millions d'enfants en fait, qui se trouvent sans abri et ils ne savent pas quoi faire. Et surtout, les ONG en fait, internationaux, ils ont se retiré le 13 octobre, une fois que les Kurdes ont mis un accord avec la Russie et par l'intermédiaire russe avec le régime. Et ces civils, en fait, se trouvent vraiment dans des conditions très difficiles. Et je souhaite vraiment qu'il y aura... Qu'il y ait un cessez-le-feu. Et d'ailleurs, je précise que votre court-métrage, qui a été récompensé il y a quelques jours au festival du court-métrage de la Côte Bleue à Marseille, s'appelle justement Evi, ça veut dire espoir. Et c'est l'histoire d'un couple de réfugiés kurdes qui traversent une frontière quelque part dans le monde. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.